La boue glaciale des veaux murmurants s'accrochait à sa robe déchirée. Elle portait le prochain alpha, et pourtant son compagnon venait de la rejeter pour une fiancée plus riche. Laissée pour mourir de froid, elle ignorait que le roi le plus redouté du royaume chassait dans ces mêmes bois. L'air à l'intérieur de la hutte en pierre de la guérisseuse était lourd. Il sentait le romarin séché, la fumée de bois et l'odeur métallique indéniable des hormones en plein changement. Geneviève Miller était assise au bord d'un lit de camp en bois brut. Ses mains tremblantes reposaient sur son ventre plat. En face d'elle, la vieille sage-femme du village, une louve grisonnante nommée Martha, s'essuya les mains sur un tablier de lin et hocha solennellement la tête. Les anciens rites du sang et de l'eau de lune ne mentaient pas. Geneviève était enceinte. Dans la hiérarchie médiévale brutale et implacable de la meute de la Crête de Fer, une grossesse était une affaire d'État. Surtout quand le père était Cédric Bolton. Cédric était l'héritier alpha, un guerrier dont les larges épaules portaient le poids d'une lignée mourante. Geneviève, cependant, n'était qu'une delta, la fille d'un traqueur sans dot, sans influence politique et sans sang noble. Mais la déesse de la lune les avait unis. Ils étaient des âmes sœurs prédestinées, liées par une magie primale qui défiait les classes sociales strictes du XIIe siècle. Pendant 6 mois, ils s'étaient rencontrés en secret à l'ombre des murs extérieurs du château. Ils se chuchotaient des promesses d'un avenir où Cédric la réclamerait publiquement, défiant les exigences de son père pour un mariage stratégique. Ce soir, c'était la fête du solstice d'hiver. La nuit où Cédric avait promis d'annoncer enfin leur union à la meute. Fort de la nouvelle miraculeuse d'un héritier, Geneviève sentit une vague d'espoir enivrante. Elle serra sa cape de laine élimée autour de ses épaules. Elle se protégeait du vent glacial et mordant qui dévalait des sommets du nord. La marche vers la forteresse des Bolton était périlleuse, les pavés étaient glissants à cause du verglas, et les imposantes portes de fer se dressaient comme les mâchoires d'une grande bête. Geneviève se glissa par l'entrée des serviteurs et se dirigea vers la grande salle. Les sons de rear rock, de chopes qui s'entrechoquent et de musique de lutte résonnaient dans les couloirs de pierre pleins de courants d'air. L'air se réchauffa, lourd des odeurs suffocantes de sangliers rôtis, d'hydromel renversés et de la sueur d'une centaine de loups en pleine transformation. Geneviève se glissa au fond de la salle. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Elle se mit sur la pointe des pieds, s'efforçant de voir la table d'honneur. Cédric était assis là. Il portait une tunique de velours cramoisi, un lourd manteau de fourrure drapé sur ses épaules. Il avait l'air du seigneur féroce et intouchable qu'il était destiné à devenir. Mais alors que les yeux de Geneviève s'habituaient à la lumière vacillante des torches, son estomac se serra. Il n'était pas seul. Assise à côté de lui, sa main reposant intimement sur son avant-bras, se trouvait Béatrice Wyatt. Béatrice était la fille de l'alpha le plus riche des vallées voisines. Elle était drapée de soie importée et de lourds bijoux en or. Ses cheveux dorés étaient parfaitement tressés, son sourire vif et triomphant. La famille Wyatt contrôlait les mines de fer, la ressource même dont la meute de la Crête de Fer avait désespérément besoin pour survivre aux guerres imminentes. Geneviève fit un pas hésitant en avant. Le lien dans sa poitrine pulsa avec un avertissement soudain et frénétique. Les yeux de Cédric, habituellement chauds et ambrés quand il la regardait dans le noir, croisèrent son regard à travers la salle bondée. Ils étaient aussi froids que les pierres sous ses pieds. Il ne sourit pas. Il n'offrit pas un signe de tête rassurant. Au lieu de cela, sa mâchoire se crispa. Il se leva, levant une lourde coupe en argent pour faire taire la salle rugissante. « Mon peuple !» La voix de Cédric résonna, rebondissant sur les plafonds voûtés. La musique cessa brusquement. Les rires s'éteignirent. « Ce soir, nous célébrons le changement de saison, mais nous célébrons aussi la garantie de notre avenir. C'est avec un grand honneur que j'annonce mon union, et la future Luna de la meute de la Crête de Fer, Béatrice Wyatt. » Une acclamation assourdissante éclata parmi les guerriers, mais Geneviève ne pouvait pas l'entendre. Un sifflement aigu emplit ses oreilles. La pièce se mit à tourner. Le lien d'âme-sœur, ce fil sacré invisible qui reliait son âme à celle de Cédric, commença à brûler. Il lui cuisait la poitrine, comme si elle avait avalé des charbons ardents. Incapable de contrôler ses instincts, Geneviève bouscula les gardes lourdement armés et les fêtards ivres. « Cédric !» cria-t-elle, sa voix se brisant, perçant le vacarme de la célébration. La foule s'écarta,
la laissant seule au centre de la grande salle. Une silhouette fragile et grelottante en laine paysanne, faisant face à la table d'honneur. Le visage de Cédric se durcit en un masque de pragmatisme cruel. « Que signifie cette perturbation ?» demanda-t-il, feignant une ignorance glaciale qui la coupa plus profondément que n'importe quelle lame. « Cédric, tu ne peux pas !» plaida Geneviève, des larmes coulant sur ses joues pâles, ignorant les halètements choqués des nobles. « Le lien, nos promesses, et j'ai une nouvelle. S'il te plaît, laisse-moi te parler en privé. Il y a un enfant. »« Silence !» rugit Cédric. Son ordre d'alpha frappa la pièce comme une onde de choc physique. Plusieurs loups plus faibles tombèrent à genoux. Mais Geneviève resta debout, ancrée par la petite vie impossible qui grandissait en elle. Cédric descendit de l'estrade, ses bottes lourdes sur le sol de pierre. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il sentait le vin, le cèdre et le parfum écœurant de l'héritière Wyatt. « Tu te trompes, Delta, » murmura-t-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende, chargée d'une ambition venimeuse. « Un seigneur ne s'unit pas à une paysanne. J'ai besoin d'une armée. J'ai besoin de fer. Tu n'offres rien d'autre qu'un fardeau. Mais la déesse ne nourrit pas mon peuple en temps de guerre, » lança Cédric. Il recula d'un pas, élevant la voix pour que toute la salle en soit témoin. « Geneviève Miller, tu te tiens devant cette cour, débitant des mensonges et défiant l'autorité de ton futur alpha. Pour cette trahison, je te déchois de ton rang. » Geneviève s'étouffa dans un sanglot, secouant frénétiquement la tête. Les yeux de Cédric brillèrent d'un or monstrueux et inhumain. Il leva la main, pointant vers les lourdes portes en chêne. « Moi, Cédric Bolton, futur alpha de la meute de la Crête de Fer, je te rejette formellement, Geneviève Miller, comme mon âme sœur. Je te bannis de ce territoire. Tu es exilé. Si tu es trouvé à l'intérieur de nos frontières au lever du soleil, tu seras traqué et tué. » Le rejet brisa le lien d'âme-sœur avec la violence d'une guillotine. Geneviève poussa un cri rauque et guttural de pure agonie. Du sang coula de son nez alors que le lien spirituel était violemment sectionné, la faisant s'écraser sur le sol de pierre froid. Elle serra son ventre, cherchant un air qui ne venait pas. « Jetez-la dehors !» ordonna Cédric, lui tournant le dos et retournant à la table d'honneur pour prendre la main de Béatrice. Des mains rudes saisirent Geneviève par les bras. Deux énormes gardes traînèrent son corps à moitié conscient à travers la salle. Elle était trop faible pour se battre, trop brisée pour parler. Ils la traînèrent à travers la cour, l'air glacial de l'hiver choquant son corps, et la jetèrent violemment hors des portes. Elle atterrit durement dans la boue glacée, s'écorchant les paumes et les genoux. L'énorme porte de fer se referma dans un claquement, le lourd verrou glissant en place avec une finalité terrifiante. Seule dans la nuit noire et glaciale, avec seulement les vêtements qu'elle portait et un louveteau rejeté dans son ventre, Geneviève fut laissée pour morte. Le silence de la forêt hivernale était absolu, rompu seulement par le son rauque et désespéré de la respiration de Geneviève. La température chutait rapidement. Le givre se déposait sur les branches nues des veaux murmurants comme un linceul de mort blanche. Geneviève s'extirpa de la boue gelée devant les portes. Restée immobile, s'était invité le long sommeil sans fin. Elle trébucha vers la lisière des arbres, se déplaçant à l'aveuglette à travers la nature sauvage, dense et impitoyable. Chaque pas était une agonie. La rupture d'un lien d'âme-sœur était un traumatisme auquel peu de loups survivaient. Le cœur se mettait à bégayer, le système immunitaire s'effondrait, et le loup intérieur hurlait dans un chagrin suicidaire et exaspérant. Le loup intérieur de Geneviève était recroquevillé en une boule tremblante au fond de son esprit. Il gémissait sur la perte de son compagnon, complètement brisé. Mais plus profondément, un nouvel instinct ancien prenait le dessus. La pulsion féroce et inflexible d'une mère. « Continue d'avancer », murmura une voix dans les coins sombres de son esprit. « Pour le petit, marche. » Les heures se fondirent en un flou terrifiant d'obscurité et de vent mordant. La cape élimée de Geneviève était totalement inutile contre l'hiver médiéval. Ses bottes en cuir étaient trempées, ses orteils s'engourdissaient, puis brûlaient douloureusement avant de perdre toute sensation. Le givre s'accrochait à ses cils et à ses cheveux, la transformant en une figure fantomatique errant dans un cimetière de pins immense. Vers ce qu'elle estima être la 3e heure après minuit,
ses forces l'abandonnèrent finalement. Ses genoux cédèrent, la faisant s'effondrer à travers l'épaisse croûte de neige. Elle essaya de se relever, mais ses bras semblaient être de plomb. Rampant sur les mains et les genoux, elle réussit à se traîner sous les énormes racines tentaculaires d'un vieux chêne déraciné. Cela formait une petite grotte peu profonde, offrant un maigre abri contre le vent incessant. Geneviève se recroquevilla en position fétale, enroulant ses bras protecteurs sur son ventre. Elle ferma les yeux, les bords de sa vision devenant d'un gris sombre et réconfortant. La douleur dans sa poitrine, due à la trahison de Cédric, commença à s'estomper, remplacée par une dangereuse léthargie chaleureuse. Elle savait ce que c'était. C'était la dernière étape avant de mourir de froid. Elle murmura une prière silencieuse à la déesse de la lune, implorant pour l'âme de son enfant à naître, et laissa l'obscurité commencer à l'emporter. Crac! Le son d'une grosse branche se brisant résonna comme un coup de feu dans l'air calme. Les yeux de Geneviève s'ouvrirent brusquement. La léthargie disparut, remplacée par une poussée d'adrénaline pure. Elle retint son souffle, écoutant. Cronk, cronk. Des pas lourds se déplaçaient dans la neige, marchant délibérément vers son abri. Le vent tourna, apportant avec lui une odeur nauséabonde de pourriture, l'odeur unmistakable d'un loup solitaire. Rendus fous par l'isolement, les solitaires étaient sauvages, imprévisibles et farouchement territoriaux. Pour un solitaire affamé, une femelle affaiblie et blessée n'était rien de plus qu'une proie facile. Geneviève pressa son dos contre la terre gelée, ses mains cherchant frénétiquement une pierre, un bâton pointu, n'importe quoi. Elle trouva un morceau de bois mort déchiqueté et le serra avec des doigts tremblants et gelés. Une silhouette massive et sombre se détacha de l'obscurité. Le solitaire était monstrueux. Sa fourrure était emmêlée de saleté et de sang séché. Ses yeux jaunes se fixèrent sur le creux sous les racines. Il laissa échapper un grognement sourd et rauque, la salive dégoulinant de ses crocs exposés. Il se mit à quatre pattes, se préparant à bondir. Geneviève leva son arme de fortune, montrant les dents dans un dernier acte de défi désespéré. Mais le solitaire ne sauta jamais. Soudain, l'atmosphère dans la forêt changea. L'air devint incroyablement lourd, comme si la pression atmosphérique avait doublé en une fraction de seconde. Le solitaire se figea, ses yeux jaunes s'écarquillant de terreur absolue. Il gémit, reculant d'un pas frénétique, les poils de son échine dressés en signe de soumission. Avant que Geneviève ne puisse comprendre ce qui se passait, un flou de mouvements massifs surgit de la lisière des arbres. Un loup géant, entièrement noir et de la taille d'un cheval de guerre, percuta le solitaire avec la force d'un bélier. Il y eut un craquement d'os écœurant, un seul jappement brusquement coupé, puis le silence. Le loup noir géant se tenait au-dessus du corps brisé du solitaire. Sa poitrine se soulevait, ses yeux brillant d'une lumière cramoisie terrifiante et perçante. Geneviève recula, laissant tomber son bâton. Elle reconnut cette couleur d'yeux. Elle reconnut l'aura de domination pure et suffocante qui émanait de la bête. Une aura qui faisait hurler chaque cellule de son corps de se soumettre. Ce n'était pas un alpha ordinaire. C'était le roi des alphas. Pendant un instant, la grande bête resta immobile, goûtant l'air. Puis, sa tête massive se tourna brusquement vers le creux, sous les racines du chêne. Il fit un pas en avant, ses énormes pattes complètement silencieuses sur la neige. Alors qu'il approchait, la forme du loup commença à se brouiller et à changer. Le son des os qui se brisent et des muscles qui se reforment résonna dans la clairière silencieuse. Là où le loup monstrueux s'était tenu, un homme émergea. Il était immense, très musclé, et couvert de cicatrices tribales complexes qui parlaient d'une centaine de guerres brutales. Il portait un pantalon de cuir épais et une lourde cape doublée de fourrure qu'il jeta rapidement sur ses larges épaules. Son visage était un masque de cruauté aristocratique et robuste, encadré par des cheveux sombres et une couronne de fer et d'os tressés qui reposait sur son front. C'était Alistair Montgomery, le roi Lycan des contrées du Nord. Un homme réputé pour être aussi froid et impitoyable que les montagnes qu'il gouvernait. Alistair s'accroupit lentement devant le creux, ses yeux cramoisis se fixant sur le visage terrifié de Geneviève. Elle tremblait si violemment que ses dents claquaient, ses lèvres teintées d'un bleu dangereux. Le roi ne parla pas immédiatement. Il se pencha plus près, ses sens l'absorbant. Il sentit la terre,
le sang gelé de son nez, l'odeur de la meute de la crête de fer. Il sentit l'odeur violente et angoissante d'un lien d'âme-sœur rompu de force. Sa mâchoire se serra de dégoût face à une telle cruauté. Mais ensuite, il inspira plus profondément et ses yeux cramoisis s'écarquillèrent de choc. Il sentit l'odeur faible et pure d'un louveteau à naître. « Qui t'a fait ça ?» La voix d'Alistair était un baryton grave et rocailleux qui semblait vibrer dans la poitrine de Geneviève. C'était une voix habituée à commander des armées, pas à réconforter les mourants. Les lèvres de Geneviève bougèrent, mais aucun son ne sortit. Ses forces l'avaient finalement, entièrement quitté. Ses yeux se révulsèrent, et elle s'effondra sur le côté dans la neige. Avec une vitesse qui démentait sa taille massive, Alistair se jeta en avant, la rattrapant avant que sa tête ne heurte le sol gelé. Il jura à voix basse dans un dialecte ancien, sentant la température dangereusement glaciale de sa peau. Sans un instant d'hésitation, le roi des contrées du Nord détacha sa lourde cape enchantée en peau d'ours. Il l'enveloppa fermement autour de la paysanne inconsciente et rejetée, la soulevant sans effort dans ses bras contre la chaleur brûlante et surnaturelle de son corps. Il baissa les yeux sur son visage pâle et taché de larmes. Un sentiment de protection féroce et inconnue s'éveilla dans sa poitrine. Cédric Bolton l'avait jeté comme un déchet dans la boue, ignorant complètement qu'il venait de donner au roi des Alphas la seule chose qu'il avait passé un siècle à chercher. Geneviève se réveilla avec la sensation inconnue d'une chaleur absolue et enveloppante. Pendant un instant désorientant, son esprit s'efforça de reconstituer sa réalité. La dernière chose dont elle se souvenait était le gel mordant et mortel des veaux murmurants, le visage horrifiant d'un loup solitaire, puis la présence écrasante et suffocante d'yeux cramoisis. Elle haleta, se redressant d'un coup. Le mouvement soudain provoqua une douleur sourde dans sa poitrine, là où le lien d'âme-sœur rompu palpitait encore comme un membre fantôme. Mais la douleur aiguë et angoissante avait disparu. Elle n'était plus dans la boue glaciale. Elle était enfouie sous des couches de lourdes couettes de velours remplies de duvet, reposant sur un matelas si doux qu'il semblait fait de nuages filés. La pièce autour d'elle était caverneuse et magnifique, un contraste saisissant avec les huttes en bois pleines de courants d'air de la meute de la crête de fer. Les murs étaient construits d'énormes blocs de pierre sombre, illuminés par le feu rugissant dans une grande cheminée taillée dans le marbre noir. Des tapisseries représentant d'anciennes légendes de loups pendaient des chevrons, et l'air sentait le pain brûlé, les viandes rôties, et une odeur nette et vive de neige et de cèdre qui fit s'agiter son loup intérieur avec une curiosité inhabituelle. « Vous ne devriez pas bouger si vite, petite. » Geneviève sursauta, ramenant les lourdes couettes jusqu'à son menton. Dans un coin de la pièce, baigné par la douce lueur d'une bougie de suif, un homme en tunique de lin impeccable était assis. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés attachés par un cordon de cuir et des lunettes posées sur son nez. Il dégageait une aura de calme clinique, tenant un mortier et un pilon. « Je suis Thomas Harris, dit-il, sa voix douce, guérisseur en chef de la cour royale. Vous êtes dans les murs de la citadelle de Winterbourne, et avant que la panique ne s'installe, permettez-moi de vous assurer que vous êtes en parfaite sécurité et que l'enfant est indemne. » Les mains de Geneviève volèrent vers son ventre plat. Un sanglot rauque de pur soulagement s'échappa de sa gorge. « Mon bébé, il a survécu au froid. Il a survécu au froid, au choc d'un lien d'âme-sœur rompu et au traumatisme physique de votre bannissement, » répondit Thomas, posant ses outils et s'approchant de son chevet avec un calice de bouillon d'herbe chaud. « C'est un véritable miracle, ou peut-être un témoignage de la volonté pure de sa mère. Buvez ceci. Il contient de l'écorce de saule pour la douleur et de l'agrippaume pour calmer votre cœur. » Geneviève prit le calice avec des mains tremblantes. « Comment suis-je arrivé ici ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, les lourdes portes en chêne de la chambre s'ouvrirent en grinçant. La température dans la pièce sembla grimper, l'air même devenant dense et chargé d'une immense autorité primale. Alistair Montgomery entra dans la lumière. Geneviève se recroquevilla contre la tête de lit. À la lumière du foyer, le roi Lycan était encore plus terrifiant et magnifique qu'il ne l'avait été dans les bois sombres. Il portait une simple tunique de cuir et de laine foncée, mais aucun vêtement ne pouvait masquer la puissance pure enroulée dans son corps massif. Ses yeux cramoisis la balayèrent, calculateurs, intenses et totalement illisibles. « Laisse-nous, Thomas, »
ordonna Alistair. Sa voix était un grondement sourd qui vibrait à travers le sol de pierre. Le guérisseur s'inclina profondément. « Oui, Votre Majesté. » La porte se referma dans un déclic, laissant Geneviève seule avec le prédateur le plus dangereux du royaume. Alistair s'approcha du pied du lit, ses mouvements prédateurs et silencieux. Il ne la regarda pas avec le dédain qu'elle avait l'habitude de recevoir des loups de haut rang. Au lieu de cela, il la regarda comme si elle était une énigme qu'il était déterminé à résoudre. « Votre nom » demanda le roi, bien que cela sonnât plus comme une requête qu'un ordre. « Geneviève » murmura-t-elle, la gorge sèche. « Geneviève Miller. »« Une delta » nota-t-il, inclinant la tête. « Pourtant, vous portez l'air d'une alpha. J'ai senti la lignée des Bolton sur l'enfant. Cedric Bolton vous a réclamé, vous a fécondé, puis vous a jeté à l'hiver, quand une fiancée plus riche s'est présentée. Est-ce exact? » Geneviève hocha la tête, la honte de son rejet lui brûlant les joues. Il avait besoin du fer de la famille Wyatt. Il a dit que j'étais un fardeau. Un rire sombre et dangereux s'échappa de la poitrine d'Alistair. C'était un son totalement dépourvu d'humour. Cedric Bolton est un imbécile qui joue au Seigneur. Il échange sa lignée contre des cailloux dans la terre. Mais il y a quelque chose qui l'a manqué. Geneviève Miller. Quelque chose d'assez extraordinaire. Il s'approcha, posant ses grandes mains couvertes de cicatrices sur le pied de lit en bois. Quand je vous ai porté à travers la neige, ma bête intérieure, une créature qui n'a pas connu la paix depuis plus d'un siècle, s'est apaisée. Elle n'a pas seulement toléré votre présence, elle a férocement exigé votre protection. Et plus que ça, les yeux cramoisis d'Alistair brillèrent. Votre enfant, le lien rompu aurait dû le tuer instantanément. Au lieu de cela, l'aura du louveteau puise dans la magie latente de cette citadelle pour se maintenir. Vous ne portez pas seulement un héritier Bolton, Geneviève. Vous portez une lignée ancienne et dormante. Votre lignage paysan cache quelque chose de complètement différent. Geneviève le fixa, déconcertée. Mes parents étaient des traqueurs. Nous n'avons pas de sang ancien. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les lignées sont facilement cachées, pour protéger ceux qui sont chassés, dit Alistair doucement. Mais c'est un mystère pour un autre jour. Pour l'instant, vous êtes une femelle sans meute avec une prime royale sur votre tête. Cédric a décrété que si vous êtes trouvé, vous serez tué. J'ai un décret différent. Le roi se redressa, le poids total de son aura royale remplissant la pièce. Vous resterez à Winterbourne. Vous serez placé sous la protection directe de la couronne. Vous mangerez à ma table et ma garde royale suivra chacun de vos pas. Aucun mal ne vous arrivera, ni à l'enfant que vous portez, tant que vous respirerez sur mon territoire. Des larmes montèrent aux yeux de Geneviève. Elle était une delta rejetée, une âme sœur brisée. Pourquoi le roi le plus impitoyable de l'histoire lui offrirait-il une telle grâce? Pourquoi faites-vous cela, votre majesté? Alistair soutint son regard, un adoucissement étrange et profond apparaissant dans ses yeux terrifiants. Parce que Geneviève, pour la première fois en 100 ans, la déesse de la lune m'a donné une raison de protéger plutôt que de détruire. Reposez-vous maintenant. Demain, votre nouvelle vie commence. À 300 miles au sud, la forteresse de la meute de la Crête de Fer suffoquait sous un voile de tension paranoïaque. Les grandes promesses que Cedric Bolton avait faites la nuit du solstice d'hiver se désintégraient rapidement en une réalité amère et glaciale. Dans la salle de guerre de l'Alpha, Cédric se tenait au-dessus d'une immense carte en parchemin, la mâchoire si serrée que ses dents grinçaient. À côté de lui se tenait Beatrice Wyatt, drapée dans une lourde cape de fourrure de renard blanc, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. L'éclat de leur cérémonie d'union s'était estompé, remplacé par les pressions dures et implacables de la politique des meutes médiévales. Les livraisons de fer des mines de ton père ont cessé, Béatrice. Lança Cedric, frappant du poing sur la lourde table en chêne. Tu m'as assuré que les forces des Wyatt nous approvisionneraient jusqu'au printemps. Mes guerriers combattent des escarmouches frontalières avec des lames rouillées. Et tu m'as assuré qu'en m'épousant, le statut de ma famille serait élevé. Répliqua Béatrice, sa voix stridente résonnant sur les murs de pierre. Au lieu de cela, je suis lié à un alpha dont la meute meurt de faim. Les routes commerciales de l'Est ont été entièrement bloquées par les patrouilles du roi Lycan. Personne ne veut faire affaire avec la Crête de Fer en ce moment, Cédric. Pas depuis. Elle s'interrompit, ses yeux se plissant. Pas depuis quoi? Gronda Cédric.
Lord Richard Duval, un membre senior du conseil au visage de cuir tanné, sortit de l'ombre. Pas depuis que les rumeurs ont commencé à se répandre, Alpha. Des rumeurs concernant la manière dont vous avez obtenu votre nouvelle épouse. Les yeux ambrés de Cédric brillèrent d'un avertissement dangereux. Surveille ta langue, Richard. J'ai fait ce qui était nécessaire pour la survie de cette meute. J'ai banni une delta inutile. Vous avez chassé votre âme sœur prédestinée alors qu'elle portait votre louveteau, corrigea Richard, son ton totalement dépourvu de peur. La meute le sent, Cédric. L'équilibre spirituel de la crête de fer est fracturé. Les récoltes dans les basses vallées sont mortes de gel pendant la nuit. Les loups sont agités. Ils croient que la déesse de la lune nous a maudits pour votre arrogance. Des sornettes superstitieuses. Croche Cédric, bien qu'un nœud froid d'effroi se serra dans son estomac. Il avait senti le changement, lui aussi. Depuis la nuit où il avait rompu le lien avec Geneviève, son propre loup intérieur était devenu lent, peu coopératif et tourmenté par d'atroces terreurs nocturnes. Geneviève est morte. Elle n'aurait pas survécu 1 heure dans les veaux murmurants. Le passé est enterré. Peut-être, murmura Richard, faisant glisser un parchemin scellé sur la table de guerre. Il portait le lourd sceau de cire d'un loup géant, le blason royal du roi Alistair Montgomery. Mais le présent exige votre attention. Un courrier royal est arrivé ce matin. Le roi Lycan organise un grand conclave à la citadelle de Winterbourne à la prochaine pleine lune. Il ordonne la présence de tous les alphas régionaux pour négocier les nouveaux traités frontaliers. Cédric fixa le sceau de cire comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Le roi Alistair s'impliquait rarement dans les querelles régionales, sauf s'il se préparait à massacrer une meute et à absorber son territoire. Nous ne pouvons pas nous permettre de refuser une convocation royale, marmonna Cédric, une prise de conscience écœurante se faisant jour en lui. Nous devons aller à Winterbourne, et nous devons supplier le roi de lever les blocages commerciaux. Pendant ce temps, à la citadelle de Winterbourne, Geneviève ignorait totalement la tempête politique qui se préparait dans le sud. Sa convalescence au cours du mois passé avait été tout simplement miraculeuse. Sous les soins experts de Thomas Harris et l'afflux constant et écrasant de nourriture riche en nutriments, sa silhouette frêle s'était étoffée. Le creux de ses joues avait disparu, remplacé par une couleur saine et vibrante, et son ventre portait maintenant la courbe arrondie et unmistakable d'une grossesse en bonne santé. Mais la transformation la plus choquante était spirituelle. Le lien d'âme-sœur rompu, qui aurait dû la laisser comme une coquille vide et brisée, avait miraculeusement commencé à guérir, et elle savait exactement pourquoi. Elle se tenait sur le haut balcon de ses appartements, enveloppée dans un épais châle de laine, regardant les gardes royaux effectuer des exercices de combat dans la cour enneigée en contrebas. Parmi eux se tenait Alistair. Il était torse nu malgré les températures glaciales. Son torse lourdement cicatrisé luisait de sueur, alors qu'il combattait sans effort avec 3 guerriers d'élite simultanément. Chaque fois qu'Alistair était proche, Geneviève ressentait une étrange attraction magnétique. Ce n'était pas l'urgence frénétique d'adolescente qu'elle avait ressentie avec Cédric. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien et d'infiniment plus profond. C'était un feu lent qui enveloppait son âme, offrant une sécurité absolue et une force inébranlable. Soudain, Alistair s'arrêta en plein mouvement. Sans lever les yeux, il sut qu'elle était là. Il renvoya ses gardes d'un geste de la main et leva les yeux vers le balcon, ses yeux cramoisis se fixant sur les siens avec une intensité brûlante qui lui coupa le souffle. Il se déplaça avec une vitesse surnaturelle, disparaissant de la cour et apparaissant dans ses appartements quelques secondes plus tard. Il entra sur le balcon, son corps dégageant une chaleur massive qui réchauffa immédiatement l'air glacial autour d'elle. « Vous ne devriez pas être dehors dans le froid, Geneviève. » dit Alistair doucement, tendant la main pour resserrer le châle autour de ses épaules. Ses phalanges effleurèrent son cou, envoyant une décharge d'électricité pure jusqu'à ses orteils. « Je vous regardais, » admit-elle, sa voix douce. « Vous vous entraînez plus dur que n'importe quel alpha que j'ai jamais vu. »« J'ai plus à protéger maintenant, » murmura-t-il, son regard tombant sur son ventre arrondi. Doucement, avec une révérence qu'elle n'avait jamais connue, le roi des alphas posa sa grande main calleuse sur son ventre. Instantanément, le louveteau donna un coup de pied. Les yeux d'Alistair s'écarquillèrent,
Un rare sourire a coupé le souffle, illuminant son visage robuste. Fort. L'enfant absorbe l'énergie ambiante de cette citadelle. Il prospère. Geneviève leva les yeux vers lui, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes. « Alistair, Thomas m'a parlé du conclave. Il a dit que des alphas de tout le royaume arriveront la semaine prochaine. » Elle déglutit difficilement. Cédric vient. Le sourire d'Alistair disparut, remplacé par une résolution froide et terrifiante. Sa main quitta son ventre pour lui caresser la joue, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. « Laisse-le venir, » murmura le roi, ses yeux cramoisis brillant d'une promesse mortelle. « Laisse Cédric Bolton entrer dans ma salle. Laisse-le voir la reine magnifique qu'il a jetée dans la boue, et quand il réalisera ce qu'il a perdu, j'apprécierai de le voir se briser. » La grande salle de la citadelle de Winterbourne était un chef-d'œuvre de grandeur mortelle. D'imposants piliers de basalte noir s'étiraient vers un plafond voûté, perdu dans l'ombre, tandis que des centaines de braseros en fer jetaient une lumière dorée vacillante sur la noblesse assemblée. Des alphas de tous les coins du royaume se tenaient côte à côte, leur rivalité politique temporairement suspendue sous la domination écrasante et oppressive du territoire du roi Lycan. Près des portes massives en chêne, Cédric Bolton se tenait rigide, transpirant sous son lourd manteau de velours. À côté de lui, Beatrice Wyatt s'agrippait à son bras, son arrogance habituelle complètement évaporée, en présence d'un véritable pouvoir ancien. La meute de la Crête de Fer était en déclin. Leur récolte était morte, leurs frontières assiégées par des solitaires, et leur trésorerie était vide. Cédric avait besoin que le roi Alistair lève les blocages commerciaux, où sa meute ne survivrait pas à l'hiver. À l'autre bout de la salle, le roi Alistair Montgomery était assis sur un trône taillé dans un seul bloc massif d'obsidienne. Il portait une couronne dentelée, ses yeux cramoisis balayant la foule avec une indifférence terrifiante. À sa droite se tenait son guérisseur en chef, Thomas Arès, et à sa gauche, le formidable duc Arthur Cavendish, un commandant de guerre légendaire et le confident le plus fidèle du roi. « Avancez, Alpha Cédric de la Crête de Fer !» La voix du duc Cavendish résonna, faisant taire les murmures des seigneurs rassemblés. Cédric ravela le nœud d'effroi dans sa gorge et marcha dans l'allée centrale, Béatrice se dépêchant pour suivre le rythme. Quand ils atteignirent la base de l'estrade, Cédric se força à s'incliner, bien que sa fierté se rebellât contre la soumission. « Votre Majesté » commença Cédric, sa voix tendue. « Je viens devant vous pour jurer la loyauté continue de la Crête de Fer et pour demander humblement la réouverture des routes commerciales de l'Est. Notre peuple souffre. Nous implorons votre clémence royale. » Alistair se pencha en avant, posant son menton sur son poing cicatrisé. Ses yeux cramoisis fixèrent Cédric, épluchant les couches de l'arrogance du jeune alpha pour exposer la lâcheté en dessous. « Clémence !» répéta le roi, le mot roulant sur sa langue comme une malédiction. « Vous parlez de clémence, Cédric Bolton. Pourtant, je me demande quelle clémence vous avez montrée à ceux qui sont sous votre propre protection. » Le cœur de Cédric battait la chamade contre ses côtes. « Je ne comprends pas votre grâce. J'ai tout fait pour assurer l'avenir de ma meute. »« Vraiment ?» La voix d'Alistair tomba à un murmure mortel qui résonna pourtant dans la salle caverneuse. « Demandons à l'avenir de votre meute ce qu'elle pense de votre leadership. » Le roi tendit la main vers les lourds rideaux de velours derrière le trône. La salle retint son souffle collectif alors que le tissu s'écartait. Geneviève apparut. Un hoquet collectif ondula à travers les centaines de loups assemblés. Cédric recula en trébuchant, le sang se retirant complètement de son visage. Béatrice laissa échapper un cri étouffé, plaquant une main sur sa bouche. Geneviève n'était plus la delta grelottante et couverte de boue qu'ils avaient abandonnée dans les bois glacés. Elle était drapée dans une robe à couper le souffle de soie bleu nuit brodée de fils d'argent qui captait la lumière du feu. Ses cheveux tombaient en cascades épaisses et brillantes sur ses épaules, encadrant un visage qui rayonnait de santé, de puissance indéniable et de sérénité absolue. Mais le détail le plus frappant était la courbe proéminente et arrondie de sa grossesse, fièrement affichée sous la soie royale. « Geneviève » s'étrangla Cédric, son esprit se fracturant. « Non, tu es morte. L'hiver, les solitaires. »« J'ai survécu, Cédric » dit Geneviève, sa voix stable et claire, résonnant d'une autorité qu'elle n'avait jamais possédée à la Crête de Fer. «
pas grâce à toi. Le choc de Cédric se transforma rapidement en une cupidité désespérée et frénétique. Si elle était en vie et portait son enfant, il avait encore un droit sur un héritier royal. « Votre Majesté !» cria Cédric, faisant un pas audacieux et insensé vers l'estrade. « Cette femelle est une fugitive de mon territoire. Elle porte ma lignée. J'exige son retour immédiat à la crête de fer. » Alistair ne cria pas. Il ne bougea pas brusquement. Mais la force pure de son aura d'alpha s'abattit sur la salle comme une avalanche physique. Plusieurs alphas tombèrent à genoux, cherchant leur souffle. Cédric fut forcé de s'agenouiller, ses genoux craquant douloureusement contre le sol de pierre, son nez saignant à cause de la pression atmosphérique. « Vous n'exigez rien », gronda Alistair, se levant de son trône et descendant les marches de pierre, se plaçant protecteur aux côtés de Geneviève. Il enroula un bras massif et cicatrisé autour de sa taille, la pressant contre son flanc. « Vous l'avez rejetée parce que vous la croyez paysanne », continua Alistair, sa voix dégoulinant de venin. « Parce que votre vision pathétique et étroite ne pouvait voir que le fer dans les mines de Béatrice Wyatt. Mais vous êtes un imbécile, Cédric. » Duc Cavendish, lisez le registre royal. Le duc Arthur Cavendish déroula un ancien parchemin en lambeaux, s'éclaircissant la gorge. Par les droits du sang des premières guerres Lycanes, il est documenté que la lignée royale Lycane des Cavendish a été cachée parmi les traqueurs des vallées du Sud pour les protéger de l'extinction. Geneviève Miller n'est pas une delta. Elle est la dernière descendante vivante des reines Lycanes originelles. La mâchoire de Cédric tomba. La salle éclata en murmures frénétiques. « Mais l'enfant est à moi », plaida Cédric, pointant un doigt tremblant vers le ventre de Geneviève. Le lien d'âme-sœur était une anomalie? Le lien que tu as senti était la déesse de la lune forçant un chemin, l'interrompit Geneviève, touchant le côté de son cou. Elle écarta ses cheveux pour révéler une marque fraîche et brillante, la morsure dentelée unmistakable d'un roi lycan. Elle m'a lié à toi juste assez longtemps pour que tu me bannisses dans les veaux murmurants. Elle a utilisé ta cruauté pour m'amener exactement là où je devais être. Alistair baissa les yeux sur Geneviève, ses yeux cramoisis, s'adoucissant d'une dévotion profonde et bouleversante. Elle est mon âme sœur prédestinée, ma véritable reine, et l'enfant qu'elle porte est soutenu non pas par ton sang faible, mais par la magie ancienne de Winterborn. C'est mon héritier maintenant. Cédric rampa sur le sol, cherchant du soutien, mais même Lord Richard Duval lui avait tourné le dos, agenouillé en soumission à la nouvelle reine. Béatrice Wyatt arracha son bras de celui de Cédric, réalisant qu'elle s'était liée à un homme condamné. « Cédric Bolton », décréta le roi Alistair, sa voix résonnant de finalité. « Pour le crime de trahison contre la lignée royale et la tentative de meurtre de ma reine, je te déchois de ton titre d'alpha. La crête de fer est par la présente, absorbée par le territoire de la couronne. Tu es banni de ces terres. Si tu es trouvé à l'intérieur de mes frontières au lever du soleil, tu seras traqué et tué. » Les mots exacts que Cédric avait utilisés contre elle scellaient maintenant son propre destin. « Ah !» Garde saisir Cédric, hurlant et brisé, le traînant vers les lourdes portes en chêne, le jetant dans la nuit glaciale, seul et sans meute. Geneviève appuya sa tête contre la poitrine d'Alistair, sentant le rythme régulier et puissant de son cœur. L'hiver dehors était rude, mais entre les murs de Winterborn, la véritable reine Lycan était enfin rentrée chez elle. D'une paria rejetée et glacée, laissée pour morte dans la boue, à la reine Lycan la plus puissante et la plus vénérée de l'histoire de Geneviève prouve que les plans de la déesse de la lune sont toujours plus grands que la trahison d'un alpha cruel. Cédric a tout perdu, tandis que le roi alpha a trouvé la famille qu'il avait attendu un siècle pour protéger. Si vous avez aimé ce récit dramatique de vengeance, d'âme sœur et de destinée royale, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de loups-garous incroyables.